Imaginez comme un gardien silencieux à bord, toujours prêt à lancer l'alerte si le pire arrive. C'est un peu ça le rôle des balises de localisation d'urgence, les ELT. Aujourd'hui, on va regarder ça de plus près, comment ça fonctionne ces petits appareils vitaux. On va s'appuyer sur pas mal de documents, hein, des circulaires techniques, des guides, des articles d'experts, et puis les réglementations aussi, au Canada, en Suisse, à l'international. Notre but, comprendre le mécanisme, voir pourquoi les nouvelles balises sont tellement mieux, et ce qu'il faut savoir pour bien choisir et bien entretenir son ELT. Exactement. C'est un peu décoder cette technologie qui peut vraiment faire la différence entre être perdu pendant des jours ou être retrouvé très vite. On va explorer comment ces systèmes ont évolué et pourquoi la précision est devenue si cruciale. D'accord, alors, commençons simple. Une ILT, comment ça marche, concrètement? Quand est-ce qu'elle se déclenche? C'est un émetteur radio. Il est conçu pour s'activer tout seul lors d'un impact, un choc important, vous savez, un crash, ou même un atterrissage vraiment très dur. Et à ce moment-là, hop, ils se mettent à envoyer un signal de détresse. Historiquement, la fréquence qu'on utilisait tous, c'était le 121,5 MHz. Le 121,5 MHz, oui, ça me dit quelque chose. Mais les choses ont changé, non? C'est là qu'intervient le fameux 406 MHz. Tout à fait. Et c'est un changement majeur. Depuis 2009, en fait, le système satellite international COSPAS-SARSAT, celui qui écoute ces signaux, eh bien, il ne surveille plus activement le 121,5 pour la localisation. Il se concentre maintenant uniquement sur la fréquence 406 MHz. C'est la norme moderne et ça a vraiment tout changé pour la sécurité. Ah oui, tout changé. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette fréquence 406 MHz? Alors, le point numéro un, c'est la précision. Une vieille balise 121,5, elle donnait une position, disons, à plus ou moins 12 000 nautiques près. Ça fait une zone de recherche absolument gigantesque, hein, parce que 1400 km², c'est énorme pour les équipes de secours. Ah oui, effectivement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, là. Exactement. Alors qu'une LT 406 MHz, elle réduit cette zone à moins de 2000 nautiques de rayon. On passe à environ 30 km². C'est beaucoup plus gérable. C'est déjà une amélioration incroyable. Et j'ai lu qu'avec le GPS, ça peut être encore plus précis. Ah oui, alors là, c'est le niveau supérieur. Si l'ELT intègre les données GPS, soit parce qu'elle a une puce GPS intégrée, soit parce qu'elle est connectée au système de navigation de l'avion, là, la précision, elle tombe à environ 100 mètres, une zone de recherche minuscule. Mais il y a autre chose d'essentiel avec le 406 MHz. Le signal contient un identifiant unique. Ce code est lié à l'avion, à son propriétaire, via un enregistrement dans une base de données officielle, que ce soit la NOAA aux États-Unis, le registre canadien des balises ici, etc. D'accord. Donc les secours ne reçoivent pas juste un «au secours», ils savent qui appelle à l'aide. Précisément, ils auront immédiatement des infos cruciales. Type d'avion, contact d'urgence, ça permet de vérifier l'alerte, de préparer l'intervention. Sans cet enregistrement à jour, la balise crie dans le vide. Avec, c'est une information directe et exploitable. C'est logique. Mais cette activation automatique, si elle est vitale en cas de vrai crash, j'imagine qu'elle pose parfois problème. J'ai vu passer des infos sur les fausses alertes, c'est toujours un souci, non? Oui, ça reste un point de vigilance. Une mauvaise installation, parfois des vibrations un peu fortes, une manipulation un peu brusque ou même un atterrissage un peu sec mais sans gravité, ça peut déclencher les LT. Et c'est là que l'enregistrement est encore une fois super important. Si une alerte part, les autorités peuvent essayer d'appeler les contacts enregistrés. Ça permet de vérifier très vite si c'est une vraie urgence ou juste une fausse manip avant de lancer toute la cavalerie. D'accord. Et au niveau des balises elles-mêmes, est-ce qu'il y a différents modèles? Est-ce qu'on choisit la même ELT pour un petit Cessna et pour un avion de ligne? Non, il y a différents types adaptés à différents besoins. On a les ELT fixes, AF, pour Automatic Fixed, qui sont installés en permanence dans l'avion. Il y a les AP, Automatic Portable, qu'on peut retirer de l'avion après un crash pour l'emmener avec soi. Et puis les S, pour Survival, souvent intégrés au radeau de sauvetage. Et quelle est la différence avec les PLB, les balises personnelles dont on entend parler aussi? La grosse différence, c'est l'activation. L'ELT, comme on l'a dit, est automatique. Elle se déclenche à l'impact. La PLB, elle, doit être activée manuellement. C'est un avantage clé pour l'ELT si les occupants sont blessés, inconscients. L'EASA, par exemple, autorise les PLB sur certains petits aéronefs comme alternative, mais l'automatisme de l'ELT reste un plus indéniable pour la sécurité en cas d'incapacité. Alors, pour bien choisir, sur quoi on se base? Le type d'avion? Les zones survolées?
Exactement. Il faut considérer l'aéronef, oui. Est-ce qu'on survole souvent des zones isolées, montagneuses, maritimes? Est-ce qu'une fonction GPS intégrée apporte un vrai plus? C'est une évaluation à faire. Et une fois qu'on a choisi, l'installation, c'est critique, j'imaginais. C'est absolument fondamental. Une installation mal faite, c'est la porte ouverte aux fausses alertes à cause des vibrations, des interférences radio. L'antenne doit être positionnée correctement pour bien émettre. Et surtout, la programmation de l'identifiant unique doit être faite par un technicien qualifié. Une erreur là-dessus et la balise ne sert plus à grand-chose, voire à rien. Ok, donc choix pertinent, installation pro, et après j'imagine qu'il faut la chouchouter un peu, cette balise. Ah oui, c'est pas installer oubli. Il faut des inspections régulières, vérifier qu'il n'y a pas de corrosion, de dommages. Et le point le plus critique, c'est la batterie. Elle a une date de péremption, souvent autour de 5 ans. Il faut la remplacer avant cette date ou si la balise a été utilisée pendant plus d'1 heure au total. Cette date d'expiration doit être marquée clairement sur les LT elles-mêmes et bien sûr dans les documents de maintenance de l'avion. Et l'enregistrement, on a compris que c'était clé pour vérifier les alertes, mais c'est obligatoire aussi, légalement parlant. Absolument. C'est une obligation légale dans la plupart des pays et c'est logique. Chaque ELT 406 MHz doit être enregistré auprès de l'autorité nationale compétente avant même d'être installé. C'est ce lien vital, on en parlait, entre le code unique de la balise et les infos sur l'avion, le propriétaire, les contacts d'urgence. Sans ça, les secours perdent un temps précieux. Et cet enregistrement, il faut le maintenir à jour. Souvent, il y a une validation périodique, tous les 2 ans par exemple, et bien sûr, il faut le mettre à jour immédiatement si l'avion change de propriétaire. Ne pas le faire, ça peut retarder les secours et même entraîner des amendes. Bon, si on résume, les ELT modernes, celles à 406 MHz, sont des outils de sécurité vraiment très très performants. Elles offrent une précision qui peut clairement sauver des vies. Mais tout ça ne fonctionne bien que si toute la chaîne est respectée. Bien choisir son matériel, le faire installer et programmer par des pros, suivre la maintenance à la lettre et garder l'enregistrement à jour. Chaque étape compte. C'est tout à fait ça. C'est un système qui demande un peu d'attention, de la rigueur, c'est vrai. Mais en échange, il offre une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix quand on est en vol. Et juste pour terminer, une petite question qui ouvre la réflexion. On voit qu'il y a des limites, l'exemple tragique du vol AF447 où l'ELT immergé n'a pas pu émettre, le montre bien. Alors quelle pourrait être la prochaine étape, la prochaine technologie pour pouvoir localiser un avion en détresse qui irait peut-être au-delà de ce que font les ELT actuels? Voilà, une question à méditer pour l'avenir de la sécurité aérienne.